Entre nous, l'histoire du Trécarré, un balado de 10 épisodes présenté par le Moulin des Jésuites de Charlebourg. Je m'appelle Delphine et je vous invite à vous mettre en rang pour la photo d'école. Allez, on se resserre un peu. Parfait! C'était le vieux collège qui est encore là aujourd'hui. Des fois, il y avait des frères, puis on les jouait des tours. Ici, on a un passage par le cégep, ce qui n'existait pas avant. J'ai eu mes premiers amis, en fait, à l'école Saint-Charles, donc c'est sûr que c'est très significatif pour moi, là. Tout comme le couvent des Sœurs du Bon Pasteur, le collège Saint-Charles des Frères Maristes ne vit pas seulement dans les mémoires. Le bâtiment est toujours présent dans le Trécarré et il soulève encore des souvenirs marquants pour nos nombreux témoins. Lieu d'enseignement pour les garçons du Trécarré, cette institution s'est adaptée à chaque époque qu'elle a traversée. Une petite mise en contexte s'impose. Notre histoire débute en 1635. C'est l'ouverture du premier collège des Jésuites dans le Vieux-Québec. Il accueille les garçons alors que les filles suivent les enseignements du couvent des Sœurs des Ursulines. À Charlebourg, la première école de rang est fondée en 1727 par le curé Boulanger. En 1856, on compte déjà 5 écoles sur le territoire de la paroisse Saint-Charles-Borromée. À présent, intéressons-nous de plus près aux Frères Maristes. Communauté religieuse fondée en France en 1817, ils se dévouent à l'enseignement religieux auprès des garçons. Arrivés sur le territoire de la province en 1885, quelques frères s'installent dans la ville de Québec en 1899. L'année suivante, les paroissiens de Charlebourg approuvent leur venue. Une entente est signée avec la commission scolaire du Trécarré et 3 frères maristes entrent en poste le 26 août 1900. Dès septembre, ils enseignent à 80 garçons dans un bâtiment déjà trop petit appartenant aux Sœurs du Bon Pasteur. Une école est rapidement construite sur un terrain donné par la fabrique, tout près de l'église du Trécarré, au cœur du noyau institutionnel de la paroisse, un emplacement parfait. Elle ouvre ses portes en 1904. Mettons-nous dans la peau d'un ancien élève du collège. Il doit acheter ses livres, respecter ses professeurs, l'horaire des cours, l'heure du dîner. Il reçoit ses notes dans une ambiance cérémonieuse. Il doit sortir malgré les tempêtes de neige, faire ses devoirs pour le lendemain et même se prêter aux exercices d'incendie. Pour nous aider à vivre ce quotidien, René Cloutier nous partage ses souvenirs de l'enseignement reçu des frères maristes dans les années 1950 au Trécarré. Je lui laisse la parole. J'ai commencé l'école en 1949 et chaque école, garçons, filles, c'est séparé, avait ses horaires aussi particuliers pour éviter que les garçons et les filles se rencontrent. La première journée de classe, mon père est venu me conduire. Moi, l'école ne me faisait pas peur, mais je voyais les enfants pleurer parce qu'il n'y avait pas de garderie, il n'y avait pas de CPE, ça n'existait pas. Alors, c'était leur premier départ de la famille, hein. C'est peut-être ça qui m'a frappé, voir pleurer certains d'entre eux. Moi, non. J'étais content d'être en classe, parce qu'on entrait en classe, puis là, M. Bédard venait de cirer les planchers. Ça sentait l'encaustique, ça sentait le propre, ça sentait tout reluisait. Alors, on entrait en silence, 2 par 2. C'est silence jusqu'à ce qu'on soit en classe, puis en classe, c'est encore silence, à moins d'être autorisé de parler. Première année, tout à coup, une cloche qui sonne, mais c'était pas une cloche là, électrique, là. C'était une cloche manuelle là, qui sonnait en plein milieu de l'après-midi. Puis là, je voyais les élèves qui sortaient en courant. Je me demandais ce qui se passait. C'est le feu. Évidemment, j'étais un peu paniqué. Moi, j'ai ramassé mes livres, je suis sorti dehors. Mais c'était un exercice. Mais je tenais à mes livres quand même. Parce qu'on les achetait, les livres, hein, les manuels scolaires, on les payait, les parents les payaient. Là. Ben, il n'y avait pas de librairie à Charlebourg. On lisait ce que l'école nous offrait de lire, mais il y avait des petites bibliothèques en classe. Alors, vous aviez quelques collections comme Signes de piste, Beagles, je ne sais plus quoi, là. Moi, après la fin de l'année, j'avais fait le tour de la bibliothèque. Hein, il y avait peut-être 150 livres, c'est ça qu'on avait. Une chance qu'on changeait de classe. Alors, en changeant de classe, on changeait de bibliothèque. J'ai arrêté à Charlebourg en 6e année. L'école où j'ai commencé mon cours primaire existe toujours. Hein. C'est la partie de la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement. Alors, quand j'y vais, je me vois encore dans la salle de classe. Je revois les divisions. Alors, il y avait du côté du stationnement maintenant. C'était pas un stationnement, c'était un terrain de verdure où on allait jouer à la récréation. Il n'y avait pas vraiment de cours de gymnastique.
ou d'éducation physique, ça n'existait pas. L'éducation physique, c'était la récréation. Alors, on sortait dans la cour, puis l'été, c'était pour jouer à la balle, puis l'hiver, c'était pour jouer au ballon-pied, là. Je détestais ça. J'étais pas bon, je me tenais en retrait. Puis de temps en temps, quand l'enseignant voyait qu'on était un peu fatigué en classe, il nous faisait faire 5 minutes de gymnastique. On se levait, puis on levait les bras en l'air, puis les bras sur les côtés, puis on sautait sur place. Ça sentait le renfermé, ça sentait, oui. Surtout l'hiver, écoutez, il n'y avait pas de vestiaire. On entrait en classe, on gardait tous les autres vêtements, même les bottes, hein, les neiges fondantes. Écoutez, vous savez ce que ça sent, le chat mouillé, hein? Ça sentait le chat mouillé. Alors, donc, M. Bédard travaillait comme un forcené à maintenir l'école propre, parce que l'école était propre, proche des portes, des entrées. Ça s'appelle du mâche-fer. Je pense que c'est les résidus du charbon. Puis il l'utilisait surtout pour pas qu'on glisse. On glissait pas, mais par contre, on s'imprégnait les bottes de cendre et de mâche-fer qu'on rentrait dans l'école ensuite. Pour M. Bédard, devait recommencer son opération, je sais pas combien de fois par jour. Je sais pas s'il y aurait eu une autre solution, mais moi, je n'ai jamais vu ça, l'école fermée pour une tempête. Jamais, jamais, jamais. Tout le monde n'était pas en classe, mais l'institutrice était là, ou le frère était là, il était sur place de toute façon. Alors, on nous occupait à faire du bricolage, à faire des jeux. Les journées de tempête, c'est des belles journées. Puis, on n'était pas là toute la journée, parce que là, à un moment donné, on pouvait partir pour retourner à la maison. Bon. Donc, non, les journées de tempête, c'est des bons souvenirs. Chez nous, dans la famille, il n'y avait pas d'heure pour se coucher. Alors, l'enseignant voulait nous donner des bonnes habitudes, c'est normal. Par exemple, il nous posait des questions. À quelle heure vous êtes-vous couché hier? Moi, je ne pouvais pas le dire. Donc, j'écoutais ce que disaient les autres. Puis, les autres disaient 8h30. Alors, moi, je m'étais couché à 8h30, ce qui n'était jamais vrai. Il y avait la visite de l'inspecteur. Alors, ça se faisait une fois par année. Les enseignants étaient prévenus. L'inspecteur est arrivé. Venez voir la tenue des livres par les enseignants, c'est sûr. Il faisait le tour des classes. On le savait qu'il était dans l'école, donc les maîtresses nous préparaient. Alors là, c'était prévu que lorsqu'il arrivait en classe, à la question d'histoire, c'est un tel qui répond. À la question de mathématiques, calcul oral, c'est un tel. Question de français, c'est un tel. Question de religion, c'est un tel. Les rôles étaient donc déterminés d'avance. L'inspecteur arrivait puis posait ses questions. Puis là, René, ton tour. Évidemment, l'institutrice avait choisi les élèves qui la désavantageraient le moins. Et puis, j'ai encore un bon ami. On était les deux à se disputer la première place. Alors, on était souvent aux premières loges pour répondre. On avait des devoirs à faire à la maison tous les jours. Bien là, quand M. l'inspecteur venait, quand M. le curé venait ou quand un autre visiteur d'importance venait, il nous donnait congé de devoir. Alors, les frères maristes, ils s'occupaient avec des différentes activités. Par exemple, je me souviens, j'aurais bien aimé ça, c'était une randonnée en forêt à l'automne. On était partis, 10, 12 élèves. Il y avait des parents, évidemment, qui étaient venus avec leur voiture nous conduire jusqu'à Valcartier. Puis on était partis dans la montagne, se promener dans la forêt. Puis après ça, les parents étaient quand même participants aux activités scolaires. Il y avait évidemment des pièces, il y avait des chorales, la remise des prix. C'était solennel, ça. Et alors, les prix, c'était des livres. La commission scolaire avait un budget, je présume, pour donner des livres. Puis il y avait des parents aussi qui contribuaient. Alors, il y avait la soirée, là, donc de première à 6e année, par exemple. Alors, à tour de rôle, les classes étaient nommées et les élèves étaient nommés un par un. Et on montait sur la scène, et puis là, on nous remettait les prix. Alors, il y avait le prix d'assiduité. Sinon, il y avait des prix. Premier prix en français, deuxième prix, troisième prix. Après ça, c'était mathématiques. Après ça, c'était religion, géographie, histoire. Les matières qui étaient enseignées, on recevait le diplôme de promotion. Donc, le bulletin là, indiquait qu'on montait l'année suivante. Ça marque un passage. Les cours se terminaient le 23 juin. La remise des prix se faisait quelques jours avant, pas nécessairement le 23, dans les jours qui précèdent. Les frères, eux, avaient des retraites d'abord. Ils avaient aussi des formations pour parfaire leurs connaissances en pédagogie. En été, ils n'étaient pas sur place. J'ai eu un enseignant vraiment remarquable. Il m'a enseigné 3 ans, le frère Rémi Urbain. Son vrai nom, c'est Charles-Henri Gay, c'était frère mariste.
C'est un homme qui avait beaucoup de talent dans tous les domaines. C'était un artiste aussi. Le vendredi après-midi, c'était le cours de dessin. Alors, il excellait là-dedans. Mais il était bon en tout. Alors, c'est ça, j'ai eu donc des bons enseignants, des très bons enseignants, tout le temps. Avez-vous ressenti les beaux moments vécus par René Cloutier au Collège des Frères? À son époque, l'enseignement s'étend de la première à la 11e année, même si René a quitté ce collège aux alentours de 11 ans. Amateur de lecture dès son plus jeune âge, il doit particulièrement apprécier la vocation actuelle de l'édifice. Aujourd'hui, c'est la bibliothèque. Ce lieu encore bien vivant teinte les souvenirs de René Cloutier et de bien d'autres résidents du Trécarré. C'est le cas de Jacques Garon, né dans les années 1940. Pour lui, les moments marquants sont davantage liés aux loisirs et aux mauvais coups. Écoutons ce qu'il nous partage. Nous autres, là, on allait à l'école dans la paroisse. Puis, à un moment donné, mes parents m'ont envoyé à Québec pour des études un petit peu poussées, là, mais généralement, mon élémentaire, moi, j'ai fait ça au collège, à côté de l'église. Mais en revenant de l'école, on s'amusait quasiment en revenant, puis en y allant, parce qu'on était ensemble. On faisait ça à pied, évidemment, c'était pas loin. Des fois, il y avait des frères, puis on leur jouait des tours. Il y en avait des fins, puis il y en avait des qu'on trouvait plus mauvais, rappelons ça de même. Puis des fois, il y avait des petites vengeances en leur jouant des tours. Je me souviens, par exemple, des amorces. On achetait des amorces. C'était rouge, on laissait par terre, puis quand tu piles dessus, ça faisait paf. À un moment donné, il y avait un frère qui nous tombait sur les rayons un peu, toute la gang. Puis on avait apporté des amorces. Alors, mine de rien, on en faisait rouler une d'un bord, une de l'autre. Puis à un moment donné, il nous avait donné un travail à faire, puis il se promenait dans les rangées comme ça, mais à un moment donné, puis là, c'est une... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, puis là, il a bien vu que c'était quelqu'un, qui c'est qui a fait ça? Puis vous sortirez pas de la classe ici, puis Alors, tout pour qu'on l'aime de moins en moins, tu sais, dans le fond. Mais c'était notre faute aussi, T'as des petits maudits, là. Il y a des frères qui étaient plus chicaniers, mais la plupart étaient pas comme ça. Puis t'avais des jeunes frères. C'était les plus âgés qui avaient l'air un peu plus acrimonieux à notre égard. Un peu comme si on était trop turbulents, un peu pour leur âge. Puis il faut se mettre à leur place. Les pauvres autres, ils sont là, puis leur vie, elle va se passer là, tu sais. Dans le temps, tu quittais pas ça de même, là, tu sais. Bon. Puis t'avais des jeunes frères, qui eux autres, ça jouait au hockey avec nous autres. Puis ils jouaient avec des soutanes dans le temps. Ils s'équipaient pour se protéger, mais il y avait des soutanes. Je vais te dire une affaire, ils jouaient cochon, les petits maudits. On se faisait rentrer dans la bande. Étudiants ou pas, on joue au hockey. Hein? Mais ils étaient compréhensifs. Ils étaient plus près de notre jeunesse que les autres, qui étaient pas mal plus âgés, puis moins patients peut-être un peu. Je peux comprendre ça, là, tu sais. L'hiver, on jouait aux billes. Alors là, les gars arrivaient avec une patate, là, tu sais, une grosse bille. Ça, là, si tu la frappes, elle est à toi. Mais là, une belle grosse bille de même, tu ne peux pas être collé dessus. Alors là, ils se mettaient sur le bord de l'école, là, l'édifice. Ils en mettaient là, puis là, tu disais, ben trop loin, ben oui, regarde, je veux au moins que ça vous coûte des billes pour l'avoir. Alors là, tu tirais des billes, puis quand on ne l'avait pas, à qui ça appartenait, il ramassait les billes, puis t'as les billes. Puis là, à un moment donné, poum, tu l'accrochais. Ah, là, il te la donnait. Mais c'était fait des billes. Moi, je me souviens, chez nous, on avait un tiroir, un gros tiroir, là. C'était plein de billes, il y en avait des milliers. Ces billes-là ont fait le plaisir. Une foule de petites filles, de petits garçons qui ont joué avec ça. Puis, on avait tous ces jeux-là. L'hiver, c'était ça. On avait des traîneaux pour glisser. On avait des patinoires. On jouait au hockey. Ou on faisait juste patiner. Puis les écoles marchaient. Ils faisaient leur horaire pour que tu puisses faire tout ça, ces choses-là. Là, à l'école. Alors, moi, là, j'étais fort dans les langues. Français, anglais. Aussi au Petit Séminaire de Québec, latin. J'étais très fort en écriture. Pas très bon en mathématiques. L'histoire, j'adorais ça, l'histoire. La géographie, ouais. Puis on avait de la menuiserie, ça, j'aimais ça. On avait chacun notre établi. Avec tous nos outils. Alors, on a toutes sortes de projets. On en faisait d'être ça.
Les cours de menuiserie auxquels Jacques fait référence ont été instaurés en 1946, alors que le sous-sol du bâtiment est modifié pour accueillir une salle de classe vouée à l'apprentissage de divers travaux manuels. En fait, le bâtiment se transforme dès 1932 lorsqu'un incendie se déclare au dernier étage du collège Saint-Charles. Des travaux sont nécessaires, mais le bâtiment est sauvé. Entre 1943 et 1944, l'édifice est agrandi, permettant l'ajout de 8 salles de classe dans une nouvelle annexe. L'architecture extérieure conserve son apparence caractéristique, du moins pour la plus vieille partie du collège. De style Second Empire, le bâtiment a été construit en bois puis revêtu de briques rouges. Les combles sont habitables, c'est là que vivent les frères maristes. Son architecture est typique des collèges et des couvents bâtis autour de 1900, annonçant la fonction de l'édifice par son allure extérieure. Gilles Marcotte se souvient d'avoir eu des cours dans les 2 parties du collège. On l'écoute. J'ai commencé, moi, dans l'école en première année, à l'âge de 6 ans. Alors, pour moi, la première, 2e et 3e année s'est fait dans le vieux collège. Et par après, il y a eu une extension du collège. Et c'est là que j'ai étudié pour les 4e jusqu'à la 10e année. Et il donnait un cours commercial là, au secondaire avec des professeurs des frères Maristes et également des laïcs. C'était des classes d'environ 30 personnes, principalement des gens du Tricaré. Il y avait aussi des gens de Charlebourg-Ouest, de l'Auvergne, Saint-Rodrigue en partie, là, qui venaient à ce moment-là à l'école. Dans les premières années, c'était les frères qui étaient les enseignants. Et c'était toujours dans le vieux collège à ce moment-là. Et par après, ben là, ils ont bâti la nouvelle partie. Puis il y avait des bureaux. Et le professeur à l'avant avec les tableaux. Et il y avait une porte pour circuler. À côté des classes, il y avait le parloir où les professeurs ou les religieux pouvaient recevoir les parents et les visiteurs, et ainsi de suite. Pas des rencontres où tous les parents étaient là. Peut-être des rencontres individuelles. Et à l'école, il y avait le directeur de l'école. Et lorsqu'à ce moment-là, un élève ne remplissait pas les objectifs qui avaient été fixés, mais il y avait des rencontres avec les parents. Et à l'école, nous, sur la première année, on était vis-à-vis de l'école. Et les frères avaient à ce moment-là un poulailler et un jardin. Oui, à ce moment-là, on travaillait avec eux autres bénévolement pour s'occuper des poules, ramasser les œufs. Et durant les récoltes du jardin, là, les pommes de terre et tout, bon, c'était notre désennui de se rendre avec les frères à ce moment-là, en fait. Je pense que l'école commençait à 8h30. Ça prenait 5 minutes, on arrivait. Et il y avait une récréation vers 10h, 10h30. Le midi, bien, c'était libre. Il n'y avait pas de service de nourriture. Et dans l'après-midi, bien, ça commençait vers 1h, 1h30. Ça finissait vers 4h moins quart. Il y avait des examens du ministère à la fin de l'année. C'est là qu'on recevait nos diplômes. Moi, j'avais toujours, en général, des bonnes notes. J'étais pas le premier de classe. J'étais toujours le 5, 6, 7e de la classe. Et moi, ça me satisfaisait là, d'être 4e ou 5e ou 6e. En fait, j'envisageais pas nécessairement de devenir le meilleur. C'était les cours réguliers qu'ils nous donnaient. Il fallait être bien habillé, gentil, poli et tout. En fait, on n'avait pas le choix des professeurs. On avait un professeur par classe. Il n'y avait pas plusieurs enseignants, en fait. Il y avait un enseignant par classe qui enseignait toutes les matières. Je me suis toujours bien adonné avec les professeurs. Je suivais les directives des enseignants, puis la vie était belle. Il y avait la cuisine, puis à ce moment-là, il y avait le réfectoire où ils mangeaient tous ensemble. C'était au 2e étage, dans le vieux collège. Et les frères avaient leur chambre en haut, et 3e. Alors à ce moment-là, il y avait des classes en bas. Dans le vieux collège, il y avait 3 classes, là. 2 d'un côté, puis une puis le parloir. Au centre, il y avait le passage. Et il y avait des crochets. On laissait notre linge sur les crochets. Il n'y a pas d'uniforme. Je pense qu'on gardait nos bottes. Monsieur Marcotte en témoigne. Certaines choses n'ont pas beaucoup changé avec le temps. Je pense aux crochets dans les corridors, aux rencontres avec les parents, aux bureaux et aux tableaux dans les classes, aux examens, aux diplômes. À première vue, on pourrait croire que peu d'éléments se sont transformés au fil des années. Cependant, le Collège Saint-Charles, au même titre que bien d'autres écoles québécoises, a dû s'adapter à l'évolution de nombreuses réalités sociales et au nombre toujours croissant d'élèves dans les classes. Une problématique toujours d'actualité. En 1923, une centaine de gamins franchissaient les portes de l'école.
Vers 1950, à l'époque de Gilles, de Jacques et de René, il y avait plus de 350 élèves. Imaginez le défi pour garder l'école propre avec tant d'enfants. Il fallait bien un concierge. L'école m'a dit en affaire, l'école Saint-Charles, j'ai été étudiant là, puis j'ai été concierge là. C'est que quand je faisais le ménage dans le passage, je me disais, crime, il y a quelques années, j'étais debout en punition là. Mais j'étais mal commode à l'école. C'est que... Mais ça a été plaisant. Je restais à pied. On montait. Même quand j'ai commencé l'école, moi, on restait sur la 35e, puis on montait à pied. Mais je montais avec mes sœurs. Mes sœurs allaient au couvent, eux autres. Je montais avec eux autres. Moi, j'étais petit, là. Puis quand on déménageait en Tricarré, ben là, on était plus proche. Il n'y avait pas d'autobus. Même ceux qui venaient d'Orsainville, ils voyageaient dans l'autobus public. Au bout de l'école Saint-Charles, là, il y avait une maison privée. Moi, j'ai fait ma 3e année, là. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, là. C'est qu'il y avait pas de place dans la grande école. Puis ma 3e année, je l'ai faite là avec la maîtresse Gagné. Puis jeune, c'était des femmes qui nous enseignaient. Mais plus vieux, là, ça a été des profs puis des frères. Puis quand on commençait l'école, ben, l'école avait son magasin. C'est qu'on jetait pas les affaires des magasins hier. Nos matériels scolaires, moi je me souviens, il y avait la grande salle, puis dans l'autre côté, il y avait un petit magasin, là, puis on passait un par un, puis on avait rempli la feuille de quoi on voulait avoir, puis il y avait une liste, puis on passait, puis c'est juste des crayons, des articles scolaires. Là. Ben moi, quand j'ai travaillé à l'école Saint-Charles, c'était une école spécialisée. C'est que c'était pas les mêmes choses que nous autres. Quand j'étais jeune, c'était les 8 classes, là, puis la partie qui existe encore actuellement, puis la partie qu'on a faite. Parce que la vieille partie qu'ils ont gardée, là, il y avait des classes juste en bas. En haut, il y avait la cuisine des frères, puis tout ça, puis le reste à eux autres, là. Nous venons d'entendre Jean Doiron. Son parcours atypique lui a permis de vivre l'évolution de son école, puis de son lieu de travail. Dans son témoignage, il fait également référence à une maison dans laquelle il a fait sa 3e année. Cette résidence, la maison Byrne, est située tout près de l'école et a été acquise par la commission scolaire le 7 juin 1951 afin de pallier au manque d'espace dans les classes du collège. Au Collège Saint-Charles, comme ailleurs au Québec, les frères enseignants côtoient les professeurs laïcs. L'enseignement n'est pas normé par le gouvernement et chaque institution doit faire face à ses propres difficultés. Dans les années 1960, de nombreux changements surviennent dans le système d'éducation québécois. Je suis justement en compagnie de Micheline Dumont, historienne qui est spécialisée en histoire de l'éducation au Québec et en histoire des femmes. Rebonjour Madame Dumont. Bonjour. Merci d'avoir accepté de discuter à nouveau de l'enseignement au Québec. Dans le dernier épisode, qui, rappelons-le, portait sur l'école des filles dans le Trait-Carré, vous aviez mentionné brièvement le rapport de la commission parents, qui a bouleversé le système d'éducation québécois et instauré de nouvelles normes. Cette commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province s'est déroulée entre 1961 et 1966. J'aimerais en parler un peu plus en profondeur, si vous le voulez bien. Pouvez-vous d'abord nous présenter un peu le contexte historique? Quelles sont les prémices de cette commission gouvernementale? C'est que depuis le début du 20e siècle, il y avait des gens dans la société qui disaient qu'il fallait que l'éducation soit obligatoire. Et les évêchés, le clergé s'opposaient à l'instruction obligatoire parce qu'ils disaient que c'était la porte ouverte sur une école laïque, une école sans Dieu. Ce qui n'était pas vrai du tout. Mais il y avait des gens qui étaient favorables à l'instruction obligatoire, mais à chaque fois qu'on présentait une loi au Parlement, elle était renversée parce que les gens avaient peur de l'opinion des évêques. La très grande majorité des enfants se rendaient jusqu'à la 9e année, après la Seconde Guerre mondiale. Mais avant la Première Guerre mondiale, ils se rendaient à la 7e année. C'est tout. Mais au moment du rapport parent, là, il y avait trop de gens dans la société qui voulaient que
l'instruction soit obligatoire. Bien avant ça, l'instruction obligatoire est devenue obligatoire à l'école primaire jusqu'à 15 ans en 1943. Mais là, après ça, il fallait continuer, il fallait permettre aux gens d'avancer dans l'école, puis de sortir de l'école avec une formation un peu plus complète. Et les anciennes institutions qui dataient toutes du 19e siècle n'étaient plus convenables pour la sorte de société qui était devenue la société québécoise. Et si l'on se concentre sur le trait carré, les frères maristes offrent un enseignement aux jeunes garçons de 1900 à 1962. Leur retrait se produit exactement entre le début de la commission parents et le dépôt du premier rapport en 1963. Ça, c'est classique, au moment du rapport parent. Puis il y avait aussi le phénomène que depuis la Seconde Guerre mondiale, les vocations avaient cessé presque complètement dans les congrégations de frères. Alors, il n'y en avait plus de frères. Il n'y en avait presque plus. Alors, ils ont été obligés de se retirer des écoles. Qu'est-ce qu'on voulait changer dans le système d'éducation avec la commission parents? Il y a 3 concepts qui sont apparus. La mixité, donc garçons et filles dans la même classe. La gratuité, ça voulait dire qu'il y avait toute une série d'établissements qui disparaissaient. Et l'accessibilité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'est apparu les autobus scolaires, pour que les enfants puissent aller à l'école. Tu sais, quand tu restes dans le 5e rang de Saint-Profond, il n'y a pas une école à côté de chez vous. Puis c'est à plusieurs kilomètres, alors tu peux pas y aller. Mais s'il y a un autobus qui vient te prendre tous les matins, tu peux aller à l'école tous les jours. C'est pour ça qu'on parle de cette réforme scolaire qui a été si importante pour l'ensemble de la population. Il y a donc eu cette volonté de démocratiser l'éducation et de normaliser les établissements d'enseignement, notamment par le biais de l'accessibilité et de la gratuité. Et qu'en est-il de la mixité? Est-elle apparue seulement après le dépôt du rapport ou existait-elle auparavant? Dans les villes, on avait séparé garçons et filles. Mais à la campagne, garçons et filles étaient ensemble. Moi-même, je restais dans une petite ville, j'ai été à l'école avec des petits garçons jusqu'en 5e année. Quand je dis ça, des fois, moi j'ai été à l'école avec des petits garçons. Mais t'allais dans une école de rang? Non, c'était pas une école de rang, c'était une école de ville, mais il y avait pas assez d'enfants pour avoir une école de garçons puis une école de filles. Alors, ils nous mettaient dans les mêmes classes. À Montréal, par contre, il y avait des écoles de filles et des écoles de garçons, puis dans les grandes villes, c'était comme ça aussi. C'était comme 2 systèmes qui étaient un à côté de l'autre, et puis il n'y avait pas beaucoup de communication entre les deux. Mais les enfants en première année faisaient leur première communion ensemble. Puis dans la cour de récréation, moi je me souviens, on était dans les mêmes classes, là. On sortait dans la cour de récréation, ce bout-là c'était pour les garçons, puis ce bout-là c'était pour les filles. On jouait pas ensemble. Et dans les classes, comme dans la cour de récréation, les filles devaient suivre le code vestimentaire. On en a parlé dans l'épisode précédent, mais qu'en est-il pour les garçons? Monsieur Marcotte a brièvement mentionné qu'ils ne portaient pas d'uniforme. Était-ce répandu? Ah oui. Les gens étaient à peu près habillés pareil, là. Tu sais, là, tout le monde avait une robe noire, là. Mais les garçons, dans ma classe, en tout cas, j'avais des garçons dans ma classe, eux autres, ils s'habillaient un peu comme ils voulaient, mais il n'y avait pas de costume. À ma connaissance, les garçons, il n'y avait pas de costume. La quasi-totalité des témoignages recueillis, dont celui de Monsieur Cloutier, mentionne la visite de l'inspecteur dans la classe comme un moment marquant. Cette pratique n'est pas propre au Trait-Carré, elle se produisait également dans les autres écoles de la province. Cette inspection est encadrée par la loi votée en 1851. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Ça, c'est une loi qui a été établie pour assurer le contrôle de l'enseignement. Donc, on a voté qu'il y aurait des inspecteurs qui passeraient dans les écoles. Et puis, quand l'inspecteur venait pour passer son examen, il arrivait dans la classe. Et puis là, il posait quelques questions. Il nous faisait faire un petit exercice d'écriture. Alors, il vérifiait l'enseignement, si on savait que le Canada avait été découvert en 1534 ou des choses comme ça. Puis là, quand il avait fini, il nous faisait un petit sermon, que c'était très important d'étudier, de faire nos devoirs, etc. Et puis, il nous donnait congé. Alors là, c'était le congé de l'inspecteur. Fait qu'on aimait ça quand l'inspecteur venait, parce que la demi-journée suivante, on avait congé. Les congés de l'inspecteur ont aussi marqué beaucoup de personnes à Charlesbourg. En tant qu'officier du gouvernement, les inspecteurs avaient comme objectif d'améliorer le taux de diplomation.
proposant par exemple de moderniser certaines ressources ou de diminuer le nombre d'élèves dans une classe trop nombreuse. La création du ministère de l'Éducation en 1964 marque la fin de cette pratique, les bureaux régionaux assurant désormais la gestion de l'ensemble de ce dossier. Mais il ne s'agit certainement pas du seul impact concret qu'a eu le rapport Parent. Quelles ont été les suites de cette commission? Avec le rapport Parent, on a pensé à un nouveau système d'éducation, celui qu'on connaît maintenant, avec un niveau primaire, un niveau secondaire. Puis là, on a inventé, c'est une invention québécoise, le niveau collégial avec les cégeps et ensuite l'université. Ensuite, les institutions qui avaient été créées auparavant pour offrir des programmes de formation aux enfants, comme par exemple les écoles normales, les écoles ménagères, les écoles techniques, les business colleges, toutes ces choses-là sont trouvées à se transformer parce que avant il y avait une grande séparation public-privé, puis après il reste une distinction, mais le privé devient quelque chose d'exceptionnel. Et le fait que c'était la mixité, donc les mêmes programmes pour les garçons et pour les filles, a permis aux filles d'arriver en nombre au niveau collégial. Avant, il y avait juste quelques-unes qui pouvaient aller au niveau collégial. Là, elles pouvaient y aller. Merci beaucoup, Madame Dumont, d'avoir pris un peu de votre temps pour nous parler de l'histoire de l'éducation au Québec. Le sujet est tellement vaste et il y a encore tellement à apprendre. On n'a pas fini de décoder, de comprendre l'importance des réformes qui ont eu lieu au moment du rapport Parent. C'est vraiment une date charnière dans l'éducation, l'histoire de l'éducation au Québec. « 1962 marque le départ des frères maristes du Collège Saint-Charles, mais l'enseignement dans cette école ne s'arrête pas pour autant. Des professeurs laïcs reprennent les postes laissés vacants. Dans ces mêmes années, les classes deviennent mixtes. Lors de l'enregistrement des témoins pour le balado, 2 femmes nous ont partagé leurs souvenirs liés à leur passage dans cette école entre 1965 et 1975. La première, Suzy Caro, y est allée 2 années, à 5 et 6 ans. Madeleine Dion, quant à elle, a suivi son cursus scolaire au primaire à l'école Saint-Charles. Voici leur témoignage. Je suis allée à l'école Saint-Charles. En fait, maintenant, c'est la bibliothèque. Donc, moi, j'allais à l'école Saint-Charles. J'ai fréquenté l'école Saint-Charles en maternelle et une partie de ma première année. En fait, il y avait 2 classes de maternelle, ça, je m'en souviens. Les classes de maternelle, c'était surtout au rez-de-chaussée, on montait pas aux étages. Les souvenirs que j'ai, il y avait un coin poupée, un coin auto, un coin bloc et compagnie. Le bureau de l'enseignante était là, puis il y avait des chevalets avec un atelier de peinture aussi qu'on pouvait faire. Ça ressemblait quand même pas mal aux classes là, de maternelle. Il n'y avait pas tant de changements dans mon souvenir par rapport à maintenant, là. Puis, le gymnase, c'était comme une espèce de gymnase grande salle, entre guillemets. Tu sais, c'était pas nécessairement les gymnases comme on les a aujourd'hui. Et je me souviens, c'était en maternelle, on allait faire notre éducation physique, entre guillemets, dans cette grande salle-là. Ma première enseignante s'appelait Madame Claudette. Et je l'adorais, mais elle était suppléante. J'ai eu mes premiers amis, en fait, à l'école Saint-Charles, donc c'est sûr que c'est très significatif pour moi, là. C'était une école mixte et il y avait vraiment là, beaucoup de diversité. C'était une école où il y avait beaucoup d'autres élèves, donc des élèves avec des besoins particuliers. Quand j'étais en première année, ils ont décidé d'envoyer les élèves avec un parcours scolaire régulier dans d'autres écoles de Charlesbourg. Surtout qu'on a changé d'école en plein milieu de l'année scolaire pour ne faire qu'une école à vocation particulière de l'école Saint-Charles. Moi, j'ai été dans mon cas rapatriée à Maria Goretti, un petit peu plus bas, mais c'est ça, j'ai fréquenté l'école Saint-Charles. C'était pratique parce qu'à l'époque, j'habitais juste au bloc appartement qui est à côté du parc Sacré-Cœur et à côté de l'école de musique Troubadour. Donc, j'avais juste un petit coin de rue à faire et j'étais rendue à l'école, bien sûr.
On venait dîner à la maison, bien sûr, donc le midi. Il n'y avait pas de brigadière. Donc, on se débrouillait tout seul avec le bonhomme, comme on dit. Et à ce moment-là, je me rendais à l'école. Au début de l'année, maman venait m'attendre dans la cour d'école et venait me reconduire le matin. Mais après quelques fois, là, tu sais, elle m'avait expliqué comment faire. C'était pas tellement loin. Maman m'a laissé y aller au bout de quelques semaines toute seule. Donc, c'est ça, je traversais le parc Sacré-Cœur, je traversais, à l'époque, ça s'appelait la 80e, c'était pas Louis XIV, et je me rendais à l'école. Les parcs à jeux au niveau de l'école, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Un des souvenirs marquants, c'est vraiment les balançoires qui n'existent plus depuis longtemps, qui étaient à l'école Saint-Charles. On aimait tellement ça, puis on allait tellement haut, là. On dirait qu'on s'envolait, puis on s'imaginait plein de choses, puis parce que c'est la première fois dans mon cas que je me balançais sur des aussi grosses balançoires que ça, avec les grosses chaînes. Puis je me souviens, des fois on se balançait, on était assez téméraires à l'époque. On se balançait à plat ventre. Et à un moment donné, j'avais comme basculé vers l'avant, je m'étais toute ramassé le menton, là. Ça, c'était vraiment... je pense que c'était pour tous les élèves de ma classe en maternelle, là, le moment fort là, de ces écoles-là, là, quand on allait se balancer là, au balançoire de l'école Saint-Charles. Alors, quand j'étais enfant, moi, je suis allée à l'école Saint-Charles et j'ai fait toute mon primaire là. Pour moi, l'enfance, c'est mon école. Moi, j'ai fait 6 ans. 2 ans dans ce qu'on appelait l'ancien collège des garçons, qui est toujours debout. 2 ans dans une partie intermédiaire qui avait été reconstruite, une rallonge. Puis les 2 dernières années, c'était quand même assez neuf, là. C'était une autre rallonge qu'ils avaient mis. Moi, le souvenir que j'ai, mettons, du collège des garçons, c'était très vieux. Il y avait des grandes fenêtres qu'on ouvrait en 2, là, puis c'est avec des grosses barrures. Puis je me souviens, en 2e année, j'étais en haut, au 3e étage. Puis, au printemps, les coccinelles se réveillaient. Alors, il y avait plein de coccinelles dans les fenêtres. Ça me fascinait, je trouvais ça beau. Alors, ça, c'est un des bons souvenirs que j'ai. Et puis, c'est ça. Donc, l'intérieur, pour moi, c'était vieux, mais ça sentait bon. Ça sentait le vieux, mais c'était rassurant. Puis, j'étais bien dans cette atmosphère-là. En fait, c'est ça, je pense. C'est que dans la vieille école, il y avait une âme de vécu, de sécurité, d'apaisement. Puis la dernière partie, par contre, qui était toute neuve, je me souviens, il y avait des estrades en avant. C'était, là, quand tu allais faire une petite prestation d'oral ou peu importe quoi, il fallait monter 2 marches, c'était quelque chose. C'est ça, c'est des souvenirs que j'ai, avec des grands tableaux aussi dans la dernière partie. À l'extérieur des classes, il y avait les crochets, puis on mettait nos bottes là. On mettait des souliers, bien sûr. On rentrait pas avec nos bottes dans la classe, hein. On avait le souci de préserver les lieux. Et on avait un petit comité de chant, puis là, on décidait des chansons, il fallait que ce soit approuvé par le professeur. Alors, on chantait, puis on faisait du bricolage. Souvent, il fallait apporter notre matériel, hein, c'était comme ça. Mais sinon, ben c'est le français, les maths. On n'avait pas d'anglais au primaire, ça a commencé, je pense, en 4e année, l'anglais. Mais ça ressemblait à toutes les mêmes matières d'aujourd'hui. C'était beaucoup le directeur de l'école qui passait, là, Monsieur Gagné, ça, il venait. Puis là, quand il arrivait dans la classe, il fallait tout se lever, il disait « Bonjour, monsieur le directeur ». Alors ça, c'était un souvenir franc pour moi, là. Puis ma 5e, 6e année, ça a été marquant aussi. J'ai eu des hommes comme professeurs. Ça a été vraiment très différent, là. À l'époque, des messieurs, on n'avait pas tant que ça. J'ai trouvé ça très intéressant. C'était une autre dynamique. Puis en 6e année, le professeur qu'on avait aussi, on était 32, je crois, enfants dans la classe. Et il était très fort sur l'aspect communautaire de la classe. Alors, il nous sensibilisait sur le fait que quand on pose un geste, puis que c'est pas un beau geste, ben c'est tout le reste de la classe qui va être pénalisé par ça. Tu sais, c'était plus qu'un enseignant de maths français, là. J'ai encore des souvenirs très francs de tout ça, là. Puis on avait l'espèce de comité de classe, là, le président, vice-président, secrétaire, puis on avait toutes des responsabilités. Ça, c'était tout le primaire. Alors, ça pouvait être effacer le tableau à la fin de la classe, ça pouvait être vider la poubelle, ça pouvait être aller passer les brosses à l'aspirateur
parce que les brosses étaient pleines de craie, etc. Là, placer les chaises sur les bureaux le vendredi, peu importe. On avait toute une petite responsabilité. Puis le vendredi, quand on avait bien travaillé pendant la semaine, le vendredi après-midi, on avait off, puis on sortait dans la cour, puis on allait jouer au softball. Je me souviens de quelques expositions qu'on a fait, nos travaux, nos choses. On exposait nos œuvres d'art. Mettons, si on avait fait une activité de sculpture, des trucs comme ça. Puis là, on exposait tout ça, puis là, les parents pouvaient venir voir. C'est un bon souvenir pour moi. L'école Saint-Charles a servi la population du Trécarré en tant que lieu d'enseignement pendant près de 80 ans. L'histoire du bâtiment ne s'arrête pas là. Mentionné par plusieurs témoins tout au long de l'épisode, le collège accueille aujourd'hui la bibliothèque Paul-Aimé Paiement. Elle est inaugurée le 10 juin 1986. La plus vieille section demeure. L'annexe de 1944 a été démolie, ne pouvant être restaurée. En 2006, un grand projet d'agrandissement ajoute une valeur contemporaine à l'édifice, l'ancrant dans son époque, tout en restant en dialogue avec l'environnement patrimonial. Dotée d'une toiture végétale, d'un chauffage par géothermie et d'une section jeunesse, la bibliothèque se positionne comme un acteur essentiel des services à la communauté. Un réaménagement des lieux a été effectué en 2019. La cloche de 1903 du Collège des Frères Maristes, exposée dans le bâtiment, rappelle cette histoire collective. Pour clore cet épisode en beauté, et pour boucler la boucle de l'histoire de ce bâtiment patrimonial du Trécarré, je vais laisser la parole à Danielle Guimont. Elle a été employée plusieurs années à la bibliothèque Paul-Aimé Paiement. Elle nous parle des changements qui ont été apportés à ce bel édifice et de son amour pour les livres. J'ai travaillé 25 ans à la bibliothèque. Toute la famille chez moi, on a toujours aimé les livres. Mes parents lisaient, alors ils nous ont donné le goût de la lecture. Mais la bibliothèque a été à un autre endroit avant de s'installer là, mais elle était moins à la portée de tout le monde. Je sais pas s'il y en a eu d'autres avant, mais elle était au niveau de je pense que c'est la 60e rue, mais moi j'y allais pas là parce que moi je demeurais sur la 70e rue, puis c'était pas facile d'accès. Fait que je pense que c'est en 1985 que ça a été déménagé. J'étais dans l'adolescence, en allant vers l'âge adulte. La bibliothèque était vraiment rendue trop petite pour les résidents. De plus en plus, il y a des gens qui sont installés à Charlesbourg, puis il y a beaucoup de gens qui aiment la lecture, parce qu'à cette époque-là, c'était plus des livres, des revues, tout ça, parce que de plus en plus, il y a beaucoup plus d'ouverture de toutes sortes là, à d'autres activités. Puis quand ils ont décidé d'agrandir la bibliothèque, ils ont fait se joindre l'ancienne bibliothèque avec la partie nouvelle qui a été construite. Le bâtiment en briques, là, c'était le bâtiment original de la bibliothèque, ça. Évidemment, la partie ancienne, ils l'ont rénové. Simplement, l'aménagement a été comme différent, là. Mais on était tassés, puis on était vraiment tassés. Mais là, on a vraiment une grande bibliothèque, puis une très belle bibliothèque. La nouvelle partie, qui est la partie où il y a un toit vert, c'était là qu'il y avait l'ancienne école. Mais c'est pas la bibliothèque qui a été démolie. C'était une école qui était là, qui s'appelait l'école Saint-Charles. Et cette école-là recevait surtout des personnes handicapées. La démolition de l'école, je suis pas capable de vous dire le temps que ça a pris, mais ça a été assez long. Puis on a déplacé les livres, il fallait le faire, il a fallu vider complètement les livres de la bibliothèque en attendant que tout soit fait et qu'on puisse ramener les choses. En tout cas, on est enchantés quand on est revenu dans cette belle bibliothèque-là. Moi, je trouve que c'est la plus belle de Québec. Vous venez d'écouter le 5e épisode du balado du Moulin des Jésuites, Entre nous l'histoire du Trécarré. Je vous propose de rester encore un peu, avec Jacques pour jouer aux billes pendant la récréation, ou avec Suzy pour se balancer toujours plus haut sur les balançoires, car dans le prochain épisode, nous allons parler des loisirs dans le Trécarré. Alors, petits et grands, restez à l'écoute parce qu'on va bien s'amuser.